Elle a travaillé à temps plein et a étudié le soir pendant 3 ans pour obtenir son diplôme. Lors du dîner de Noël, sa famille a fait l'éloge des réussites de tous les autres, mais n'a jamais mentionné la sienne. Elle est partie avant le dessert. L'année suivante, ils ont appris par une voisine qu'elle avait reçu un prix d'enseignement. Plus tard. Il y a un type particulier de silence qui se produit lorsque quelqu'un de votre famille décrit la famille et que vous n'êtes pas dans la description. Ce n'est pas le silence d'être exclu de la pièce. Vous êtes dans la pièce. Vous êtes assis à la table. Vous tenez une fourchette. Vous regardez la personne que vous aimez regarder directement au-delà de vous pendant qu'elle nomme les personnes de sa vie qui comptent et ce que ces personnes ont accompli. Et le silence n'est pas que votre nom a été prononcé avec colère ou déception. Le silence est que votre nom n'a pas été prononcé du tout. Et au moment où vous réalisez ce qui vient de se passer, la pièce est déjà passée à autre chose et vous êtes la seule personne encore assise dans la phrase qui vous a ignoré. Je m'appelle Nan Callaway. J'ai 34 ans. Je suis professeur de sciences de la Terre au lycée et je vis à Roanoke, en Virginie. Et je veux vous parler du Noël où j'ai quitté la maison de mes parents avant le dessert. Non pas parce que quelqu'un a été cruel envers moi, mais parce que j'ai enfin entendu la version de notre famille que tous les autres racontaient depuis des années, et je n'y étais pas. Je devrais commencer par ce que j'ai construit, car le problème avec le travail invisible est qu'il ne devient visible que lorsqu'il s'arrête. Et à ce moment-là, personne ne se souvient de qui le faisait, ce qui est tout le problème. Pendant 3 ans, de septembre où j'avais 31 ans à mai où j'avais 34 ans, j'ai conduit pour assister à des cours du soir au Roanoke Community College 4 soirs par semaine. Je quittais mon bureau de transcription chez MedSource Coding à 5h15, je mangeais une barre de céréales sur le parking et j'arrivais au bâtiment des sciences vers 6h40. Je m'asseyais sur une chaise en plastique sous un éclairage fluorescent et j'apprenais à enseigner le cycle de l'eau, les plaques tectoniques et la pression atmosphérique à des adolescents qui préféreraient être sur leur téléphone. Je faisais cela les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Le vendredi, je notais des travaux pratiques à la table de ma cuisine jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus se concentrer sur les lignes de la grille d'évaluation. J'ai effectué un stage d'enseignement de 200 heures au lycée Patrick Henry tout en continuant mon travail de transcription 3 jours par semaine. Je me réveillais à 5h10 les jours de stage. Je préparais 2 déjeuners car je ne serais pas rentré chez moi avant 9h du soir. Je me tenais devant 27 élèves de classe de seconde et je leur apprenais à lire une carte topographique pendant que ma superviseuse, Madame Reeves, était assise au dernier rang avec un porte-bloc. Et j'essayais d'empêcher mes mains de trembler, non pas parce que j'avais peur des élèves, mais parce que j'avais 33 ans, que je n'avais jamais autant voulu quelque chose et que je ne pouvais pas me permettre que cela ne fonctionne pas. J'ai passé l'examen de certification Praxis 2 en sciences de la Terre en avril de ma 2e année. Je l'ai raté de 4 points. Je l'ai repassé en août. Je l'ai réussi. Je suis rentré chez moi en voiture et je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la résidence pendant 11 minutes avant de rentrer à l'intérieur, non pas parce que j'étais contrarié, mais parce que j'avais besoin que la voiture soit silencieuse autour de moi pendant un petit moment. Afin de pouvoir comprendre que la chose que je construisais depuis 26 mois était maintenant réellement vraie. J'ai soumis 14 candidatures à des emplois cet été-là. J'ai conduit pour passer 6 entretiens dans 3 comtés. J'ai acheté une veste de tailleur dans un magasin de dépôt-vente sur Williamson Road pour 12 € et je l'ai portée à chacun d'entre eux. En septembre, le lycée Patrick Henry m'a offert un poste à temps plein pour enseigner les sciences de la Terre aux classes de 3e et de seconde. J'avais accepté en me tenant dans ma cuisine à 4h47 de l'après-midi, un mercredi. Et je me souviens de l'heure parce que la lumière entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier sous cet angle particulier. Elle ne frappe ainsi qu'au début de l'automne. Et j'ai pensé que c'était la première chose que j'avais jamais construite qui était entièrement à moi. Je l'ai dit à ma famille. Je l'ai dit à ma mère au téléphone le soir où j'ai été embauché. Elle a dit « Oh, c'est bien, non ». Elle a demandé si cela incluait des avantages sociaux. J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Eh bien, c'est déjà ça ». Ensuite, elle m'a parlé des nouveaux plans de travail de ma sœur Tara. Je l'ai dit à mon père le week-end suivant lorsque j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour le déjeuner du dimanche. Il regardait un match de football américain dans le salon. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai dit « Papa, j'ai obtenu le poste d'enseignante à temps plein en sciences de la Terre ». Il a dit « C'est bien pour toi », sans lever les yeux de l'écran. Ensuite, il a demandé si Glenn venait pour Thanksgiving cette année. Je l'ai dit à mon frère Glenn à Thanksgiving.
Il a dit, « Attends, tu as repris tes études. » Il avait 37 ans. Il me connaissait depuis toujours. Il ne savait pas que j'étais à l'école depuis 3 ans. J'ai arrêté de le dire aux gens après cela. Pas de manière dramatique, pas comme une décision que j'ai prise en un instant. C'était plutôt comme une porte qui s'est fermée lentement, si doucement que je n'ai pas entendu le loquet avant qu'elle ne soit déjà fermée. J'ai arrêté de donner l'information de mon plein gré. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un demande. J'ai arrêté d'espérer que le prochain dîner de famille serait celui où quelqu'un dirait « Alors, non, comment se passe l'enseignement ?» Ce n'était pas de la colère. C'était de l'arithmétique. Je leur avais dit 4 fois. L'information n'est pas restée. À un certain moment, vous arrêtez de réapprovisionner une étagère que personne ne regarde. Point de contrôle à 891 mots. Cible, 900 à 1200 mots. En bonne voie. Le dîner de Noël a eu lieu chez mes parents le 23 décembre. Ma mère avait mis la table pour 8 personnes. Il y avait mon père Richard, ma mère Gail, mon frère Glenn et sa femme Priya. Ma sœur Tara et son petit ami Jordan, la sœur de ma mère, tante Caroline, pas la même Caroline de l'histoire de Rosalyn, une femme différente. Une conseillère d'orientation à la retraite de Blacksburg qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne en perles et avait une façon d'observer une pièce sans participer à son bruit. Et moi, non, la 8e chaise. La table était la fierté de ma mère. Elle avait sorti la nappe blanche, celle qu'elle n'utilisait qu'à Noël et à Pâques. Il y avait des bougies. Il y avait un jambon. Il y avait 2 sortes de pommes de terre parce que la femme de Glenn ne mange pas de produits laitiers. Et ma mère avait préparé une 2e fournée avec de l'huile d'olive, ce qu'elle m'avait mentionné 3 fois au téléphone dans la semaine précédant le dîner. Comme si cet acte d'adaptation alimentaire était l'équivalent émotionnel de la construction d'un pont. Mon père s'est levé à 7h38 du soir. Je le sais parce que j'ai regardé mon téléphone lorsqu'il a reculé sa chaise, non pas parce que je vérifiais l'heure, mais parce que j'avais l'habitude de m'ancrer dans de petits faits lorsqu'une pièce était sur le point de changer. Il avait son verre de vin à la main. Il portait le pull vert que ma mère lui achetait 1 an sur 2 dans le même catalogue. Il s'est raclé la gorge. « Je veux faire quelque chose d'un peu différent cette année », a-t-il dit. « Je veux faire le tour de la table et je veux que chacun de nous dise ce dont il est le plus fier cette année en tant que famille. » La compilation des moments forts de la famille Callaway. Il a souri. Il a regardé ma mère. Elle a hoché la tête. Glenn a commencé. Il a dit qu'il était le plus fier de sa promotion au poste de directeur régional dans l'entreprise de distribution. Il a dit que c'était l'année où il avait travaillé le plus dur et l'année la plus gratifiante de sa carrière. Priya a serré son bras. Ma mère a dit « Nous sommes si fiers de toi, Glenn. » Tara a suivi. Elle a dit qu'elle était la plus fière d'avoir conclu l'achat de sa première maison. Elle a décrit le porche avant. Elle a décrit le jardin arrière. Elle a décrit la sensation de mettre sa clé dans la serrure pour la première fois et de savoir que c'était à elle. Jordan a dit qu'il était fier d'elle, lui aussi. Mon père a levé son verre. Mon père a suivi. Il a dit qu'il était le plus fier de sa retraite anticipée. Il avait travaillé dans la même usine de fabrication pendant 29 ans. Il a dit qu'il avait l'impression de respirer pour la première fois. Ma mère a posé sa main sur son bras. Ma mère a suivi. Elle a dit qu'elle était la plus fière de la rénovation de la cuisine. Elle a dit que cela avait pris 7 mois et qu'elle avait choisi chaque carreau elle-même et qu'elle voulait que tout le monde sache que la crédence était en travertin taillé à la main, ce qui n'est pas la même chose que taillé à la machine. Et qu'elle avait conduit jusqu'à 3 magasins à Lynchburg pour trouver la bonne couleur de joint. Ensuite, mon père a regardé Priya. Priya a dit qu'elle était fière de Glenn. Ensuite, mon père a regardé Jordan. Jordan a dit qu'il était fier de Tara. Ensuite, mon père m'a regardé. Il a ouvert la bouche et il a dit « Eh bien, je pense que cela couvre tout. Joyeux Noël, tout le monde. » Il a levé son verre. La table a levé ses verres. Quelqu'un a ri. Quelqu'un a trinqué. La pièce est passée à autre chose. Je veux vous parler des 4 secondes qui ont suivi parce que je pense que ces 4 secondes sont les seules de l'histoire qui comptent. Et tout le reste, le parking, le trajet en voiture, l'appel téléphonique 3 mois plus tard, n'est que l'écho de ce qui s'est passé en moi entre 7h46 et 7h50 le 23 décembre.
Mon père ne m'a pas ignoré par cruauté. Il ne m'a pas regardé en décidant que je ne valais pas la peine d'être mentionné. Il est simplement arrivé à la fin de la version de notre famille qui vivait dans sa tête et je n'y étais pas. Pas en tant que professeur, pas en tant que personne ayant accompli quelque chose au cours de la dernière année, pas en tant que personne dont le nom avait sa place dans la compilation des moments forts. Il m'a regardé et a décidé qu'il n'y avait plus rien à dire. J'étais assise directement à sa gauche. J'avais conduit 41 minutes depuis mon appartement à Roanoke pour être à cette table. J'avais apporté un gratin de patates douces que j'avais préparé à 6 heures ce matin-là. J'étais une enseignante de lycée diplômée depuis 3 mois et 12 jours. Et mon père m'a regardé et a dit, « Eh bien, je pense que cela couvre tout. » Tante Caroline était assise en face de moi. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas tendu la main vers la mienne. Elle n'a pas fait de grimace ni secoué la tête ni manifesté le genre de sympathie visible qui est en réalité une demande pour que l'autre personne vous rassure qu'elle va bien. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé de la façon dont quelqu'un regarde quand il a observé un schéma se répéter pendant des années et que le schéma vient de s'accomplir une fois de plus, et qu'il le note simplement de manière évidente, sans mise en scène. Elle a soutenu mon regard pendant peut-être 2 secondes. Puis elle a baissé les yeux vers son assiette. J'ai attendu non pas parce que je décidais quoi faire. Je pense que j'avais déjà décidé. J'ai attendu parce que la table avait besoin d'un moment pour se rétablir et que je ne voulais pas que mon départ devienne une scène. Parce qu'une scène aurait signifié une conversation et qu'une conversation aurait signifié que mon père dise « Qu'est-ce que j'ai fait ?» de cette voix sincèrement confuse qu'il utilise lorsqu'il a blessé quelqu'un sans s'en rendre compte, et j'aurais dû l'expliquer, et j'avais fini de l'expliquer. La table parlait du jambon. Quelqu'un a demandé plus de pommes de terre. Glenn racontait une histoire sur un collègue. J'ai débarrassé mon assiette. Je l'ai portée jusqu'au comptoir de la cuisine et je l'ai posée doucement à côté de l'évier. J'ai marché jusqu'au couloir. J'ai pris mon sac sur la chaise près de la porte d'entrée, la même chaise où je l'avais posée à mon arrivée 3 heures plus tôt, à l'époque où je pensais encore que ce dîner pourrait être différent. J'ai mis mon manteau. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je suis sorti. L'air était à 37 degrés Fahrenheit et sentait la fumée de bois provenant de la cheminée du voisin. Et le froid a frappé mon visage de la façon dont le froid le fait toujours quand on quitte une maison trop chauffée. Et pendant un instant, juste un instant, le froid a semblé être la chose la plus honnête qui me soit arrivée de toute la soirée. J'étais dans ma voiture avant que quiconque ne remarque mon départ. Point de contrôle B, 2.97 mots. Cible, 2800 à 3500 mots. Les actes 3 à 5 nécessitent environ 5000 à 6000 mots supplémentaires. En bonne voie. Je veux vous parler de ces quelques minutes qui ont suivi. Pas du dîner, pas du toast, pas du moment où mon père a dit « Eh bien, je pense que cela couvre tout ». Ces minutes dans la voiture, je pense qu'elles sont la partie la plus importante de l'histoire car ce sont les minutes où j'ai enfin cessé de traduire ce qui venait de se passer en quelque chose que je pouvais tolérer, pour commencer à ressentir ce que c'était réellement. Je me suis assise dans l'allée de mes parents avec le moteur en marche et les phares éteints. Il était 7h54 du soir. L'horloge du tableau de bord avait cette faible lueur verte qui donne l'impression qu'il est 2 heures du matin même quand ce n'est pas le cas. Je pouvais voir la fenêtre du salon depuis l'endroit où j'étais garé. Les rideaux étaient partiellement ouverts. Je pouvais voir le sommet du sapin de Noël. Je pouvais voir la silhouette de quelqu'un bouger dans la cuisine, probablement ma mère en train d'emballer les restes de jambon dans du papier d'aluminium comme elle le fait toujours, en pliant les bords 3 fois parce qu'elle a lu quelque part que 3 plis conservent mieux l'humidité que 2. Je suis resté assise là pendant 6 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge passer de 7h54 à 8h et que je n'ai touché ni au volant, ni à la radio, ni à mon téléphone pendant tout ce temps. Je suis juste resté assise avec le moteur en marche et mes mains sur mes genoux, et j'ai laissé la chose que je retenais depuis 3 mois et 12 jours, le poids d'être une enseignante diplômée dont la famille ne savait pas qu'elle était une enseignante diplômée. Ou le savait et ne pouvait pas le retenir, ce qui est pire. Je l'ai laissé s'asseoir dans la voiture avec moi. Je ne l'ai pas repoussé. Je ne l'ai pas réorganisé. Je l'ai laissé prendre de la place. Voici ce que cela faisait. Pas de la colère, pas de la tristesse, pas la chose aiguë et nommée que vous pouvez pointer du doigt en disant « voilà l'émotion ». Et c'est laquelle vit. C'était plutôt comme un bâtiment qui a supporté un poids de manière inégale pendant des années. Un mur supportant plus que ce pourquoi il a été conçu.
la charge se déplaçant lentement, imperceptiblement à chaque Thanksgiving et à chaque appel téléphonique et à chaque déjeuner du dimanche où quelqu'un posait des questions sur le travail de Glenn ou la maison de Tara, et où personne ne posait de questions sur le mien. Et le bâtiment ne s'effondre pas. Il ne tombe pas. Le mur arrête simplement de le supporter. Non pas parce qu'il l'a choisi, mais parce qu'il a atteint son seuil de tolérance. Et quand la charge se déplace, le bâtiment ne se disloque pas. Il se tient simplement différemment. Il se tient dans sa forme réelle, pas dans la forme dans laquelle il était forcé d'être. J'ai pensé à ce que j'avais fait. Pas de manière globale, pas en me disant « je suis allé à l'école pendant 3 ans », mais de manière spécifique. Les barres de céréales sur le parking à 5h15. Les lumières fluorescentes dans le bâtiment des sciences à 6h40. Les lignes de la grille d'évaluation qui se brouillaient les vendredis soirs. Le porte-bloc de Madame Reeves. L'examen blanc et les 4 points qui m'ont manqué, et le parking où je me suis assise pendant 11 minutes après l'avoir réussi. La veste de tailleur du magasin de dépôt-vente sur Williamson Road. L'appel téléphonique à 4h47 de l'après-midi lorsque la lumière entrait par la fenêtre de la cuisine. Chacun de ces éléments était une brique. Je les avais posés une par une, 4 soirs par semaine pendant 3 ans. Et le bâtiment était réel. Le bâtiment tenait debout. Le bâtiment avait des élèves à l'intérieur, mais il n'était pas dans la compilation des moments forts. J'ai pensé à ce que j'attendais. Je ne l'avais jamais nommé auparavant. Pas à moi-même, pas au docteur Patel, le thérapeute que je voyais le mardi matin depuis octobre. À personne. Mais assise dans l'allée à 8h du soir le 23 décembre avec le moteur en marche et le sapin de Noël visible à travers le rideau, je l'ai nommé. J'attendais que quelqu'un de ma famille dise « Je vois ce que tu as construit. » Pas « C'est bien pour toi. » Pas « Oh, c'est gentil. » Pas les mots qui atterrissent et se dissolvent avant que vous ne puissiez les ressentir. J'attendais que quelqu'un dise « Je t'ai regardé faire la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. » Et je te dis en ce moment même que je l'ai vue, qu'elle était réelle et qu'elle était à toi. C'est ce que j'attendais. Et cela n'allait pas arriver. Non pas parce que ma famille était incapable d'amour. Ils m'aimaient. Je le crois. Ma mère m'appelait tous les mercredis. Mon père se souvenait de mon anniversaire. Glenn et Tara étaient présents. Ils étaient présents à la table. Ils étaient présents à la maison. Ils m'aimaient de la manière dont ils savaient aimer, qui était la manière dont ils avaient toujours aimé, c'est-à-dire être dans la pièce avec moi et ne pas voir ce que je portais. J'ai passé la marche arrière à 8h02. J'ai reculé hors de l'allée. J'ai tourné à gauche sur l'avenue Brambleton et j'ai conduit les mêmes 41 minutes pour rentrer chez moi que j'avais conduite pour y aller, sauf que les routes étaient vides maintenant et que les lampadaires faisaient cette chose orange qu'ils font en hiver. Où la lumière se pose plus bas et plus à plat, et où tout ressemble à une photographie d'un endroit où personne ne vit. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai conduit avec la vitre entrouverte de 2 pouces parce que l'air froid contre ma main gauche semblait être la seule chose qui était exactement ce qu'elle paraissait. L'air froid ne se réorganise pas pour protéger vos sentiments. L'air froid est juste froid. J'avais besoin de quelque chose qui soit juste ce qu'il était. Je suis arrivé à mon appartement à 8h43. J'ai déverrouillé la porte. J'ai posé mon sac sur la table de la cuisine, la petite table carrée que j'ai achetée dans un magasin d'occasion sur Salem Turnpike lorsque j'ai emménagé il y a 4 ans. Elle avait une égratignure dans le coin supérieur gauche où j'avais fait tomber une poêle en fonte la première semaine, et je ne l'ai jamais réparée, et je l'aimais bien. L'égratignure était à moi. La table était à moi. L'appartement était à moi. J'ai accroché mon manteau au crochet près de la porte. Je suis resté debout dans la cuisine. Il y avait une tasse à café dans l'évier datant de ce matin-là, la bleue avec la anse ébréchée que j'ai gardée parce qu'elle était exactement de la bonne taille pour la quantité de café que je bois, ce qui est plus qu'une tasse de thé et moins qu'un mug de voyage. Il y avait une pile de rapports de travaux pratiques non notés sur le comptoir à côté du grille-pain. Il y avait une seule mandarine dans la corbeille à fruits. Je suis resté là pendant un long moment, sans rien faire, sans rien décider, juste debout dans ma propre cuisine à 8h47 du soir le 23 décembre dans l'appartement que je paie avec le salaire du travail que j'ai obtenu grâce au diplôme que j'ai construit en 3 ans de cours du soir. Et en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pas du triomphe, pas de la justification, pas la satisfaction d'avoir prouvé quelque chose à quelqu'un,
quelque chose de plus petit et de plus structurel que tout cela. Le sentiment de se tenir dans une pièce qui ne vous oblige pas à expliquer pourquoi vous y êtes. Le sentiment de vos propres murs supportant votre propre poids, pas un effondrement, un réalignement. J'ai mangé la mandarine. J'ai noté 2 rapports de travaux pratiques. Je suis allé me coucher à 10h14 et j'ai mieux dormi que je n'avais dormi depuis des mois. Et je ne pense pas que ce soit parce que quoi que ce soit ait été résolu. Je pense que c'était parce que quelque chose avait enfin été nommé. Le premier SMS est arrivé le 26 décembre à 11h07 du matin. Il venait de ma mère. Non, tu es parti tôt la veille de Noël. Est-ce que tout va bien? Tu n'as pas dit au revoir. Je l'ai lu. J'ai remarqué 3 choses à son sujet. Premièrement, elle a appelé le 23 décembre la veille de Noël, ce qui n'était pas le cas. C'était le 23 décembre. Le dîner avait lieu le 23. Elle avait déjà réécrit la chronologie. Deuxièmement, tu es parti tôt, comme si j'avais simplement décidé de rentrer chez moi pour des raisons d'emploi du temps, et non parce que mon père avait terminé sa description de la famille et que je n'y étais pas. Troisièmement, tu n'as pas dit au revoir, ce qui plaçait le problème sur mon départ, et non sur ce qui s'était passé avant. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Pas le lendemain. Glenn m'a envoyé un SMS le 28 décembre. Aidé, maman dit que tu es parti tôt à Noël. Tout va bien? J'ai remarqué que Glenn s'était trompé de date, lui aussi. Il a appelé ça Noël. C'était le 23. La famille consolidait déjà la soirée en un seul mot. Noël, qui lissait chaque bord jusqu'à ce que ce soit juste une autre fête d'où quelqu'un était parti tôt. Je n'ai pas répondu à Glenn non plus. Tara n'a pas envoyé de SMS. Cela ne m'a pas surprise. Tara et moi avions le genre de relation fraternelle qui existait principalement dans la proximité. Nous nous asseyions à la même table. Nous assistions aux mêmes événements. Nous échangions des cadeaux d'anniversaire avec la même fenêtre de retard de 3 jours. Mais nous ne nous appelions pas. Nous ne nous envoyions pas de SMS, sauf s'il y avait une question de logistique. Je n'ai pas été blessé par le silence de Tara. Je le remarquais simplement. Le 3 janvier, mon père a appelé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Son message durait 14 secondes. Il a dit, « D, ta mère dit que tu es parti tôt à Noël. Appelle-nous quand tu auras l'occasion. J'espère que tu vas bien. » 14 secondes. Il n'a pas mentionné le toast. Il n'a pas mentionné le tour de table sur les moments de plus grande fierté. Il n'a pas mentionné qu'il m'avait regardé et avait décidé qu'il n'y avait plus rien à dire. Son message vocal était l'équivalent verbal de cocher une case. Fille contactée. Obligation remplie. On passe à autre chose. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé l'absence structurelle prendre forme. Cela se produit lentement. C'est arrivé de la façon dont les choses arrivent toujours quand une personne arrête de faire le travail invisible, non pas avec une révélation dramatique, mais avec une série de petites lacunes que personne ne comprend parce que personne ne savait que le travail était fait. L'anniversaire de ma mère était le 14 janvier. Au cours des 6 dernières années, c'était moi qui organisais le dîner, qui appelait le restaurant, qui confirmait l'heure de la réservation, qui le rappelait à Glenn et Tara 2 semaines à l'avance, puis de nouveau 3 jours avant. J'avais fait cela discrètement, comme je faisais la plupart des choses pour cette famille, non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, mais parce que je remarquais ce qui devait être fait, et je le faisais. Cette année, je n'ai pas appelé le restaurant. Je n'ai pas envoyé de SMS à Glenn. Je n'ai pas envoyé de SMS à Tara. Je n'ai rien rappelé à personne. Le 15 janvier, Glenn m'a envoyé un SMS. Et, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose pour l'anniversaire de maman? J'ai oublié. As-tu organisé quelque chose? Je n'ai pas répondu. Le 16 janvier, ma mère a appelé. Elle avait l'air confuse, mais pas blessée. Elle a dit, j'ai pensé que nous fêtions peut-être mon anniversaire ce week-end à la place. Glenn a mentionné quelque chose à propos d'un dîner, mais personne ne semble savoir où. Elle a fait une pause. As-tu réservé quelque part? Non. Non, ai-je dit. C'était le premier mot que j'adressais à ma famille en 23 jours. Oh, une pause. Je pensais que tu avais l'habitude. Pas cette année, ai-je dit. Une autre pause. Eh bien, ce n'est pas grave.
Nous pourrons faire quelque chose le week-end prochain. Ils n'ont rien fait le week-end suivant. Personne n'a réservé de restaurant. Personne n'a appelé. Le dîner d'anniversaire de ma mère n'a pas eu lieu. Il a simplement cessé d'exister. De la même manière que les choses cessent d'exister lorsque la personne qui les fait se produire arrête de les faire se produire et que tous les autres découvrent qu'ils ne savent comment commencer. En février, tante Caroline a appelé. Elle n'a pas commencé par faire la conversation. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit, j'ai vu ce qui s'est passé à table. Non, je veux que tu saches que je l'ai vu. J'étais assise à la table de ma cuisine en train de noter des copies. C'était un mardi soir à 6h23. J'ai posé mon stylo. Je sais que tu l'as vu, ai-je dit. Ton père n'est pas un homme cruel, a-t-elle dit. Mais c'est un homme qui construit une version des choses dans sa tête et ensuite il vit à l'intérieur de cette version. Et si quelque chose ne correspond pas à la version, il ne la voit pas. Il fait ça depuis qu'il est petit. Ta grand-mère était pareille. Elle avait une histoire sur qui était chacun de ses enfants. Et elle tenait tellement à cette histoire que lorsque les enfants ont changé, elle n'a pas changé l'histoire. Elle a juste arrêté de voir les parties qui ne correspondaient pas. Je sais, ai-je dit. Cela ne le rend pas acceptable. Tante Caroline a dit, je n'appelle pas pour l'expliquer. J'appelle pour te dire que j'étais dans la pièce et que je t'ai vu t'asseoir là et écouter ton père décrire sa famille sans toi à l'intérieur. Et je t'ai vu décider quelque chose dans ces 4 secondes et je veux que tu saches que quoi que tu aies décidé, je le comprends. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai dit, merci, tante Caroline. Tu n'es pas obligée de le rappeler. Elle a dit, tu n'es obligée de rien faire. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un à cette table t'a vu. Je t'ai vu. Elle a raccroché. Elle n'a pas dit, je t'aime. Elle n'a pas dit, il finira par comprendre. Elle n'a pas proposé de solution, ni de suggestion, ni de calendrier pour réparer les choses. Elle a dit ce qu'elle a vu et elle s'est arrêtée. C'était assez. C'était plus qu'assez. En septembre, Madame Lindon, la femme qui habitait à 2 maisons de chez mes parents sur Grandin Road, a croisé ma mère à l'épicerie. La fille de Madame Lindon enseignait l'anglais dans le même lycée où j'enseignais les sciences de la Terre. Elle a mentionné à ma mère avec désinvolture, de la façon dont les voisins mentionnent les choses, que Nan avait été nominé pour un prix d'enseignement régional par le chef de son département. Ma mère ne le savait pas pour moi. Ma mère ne connaissait pas le mien. Ma mère ne savait pas que j'enseignais les sciences de la Terre à 200 élèves depuis une année civile complète et que 3 d'entre eux m'avaient écrit des mots à la fin de l'année scolaire pour me dire que j'étais la première professeure à leur donner le sentiment que la science était quelque chose pour laquelle ils avaient le droit d'être doués. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Sa voix était différente. Pas en colère, pas blessée, mais désorientée. La façon dont quelqu'un sonne lorsqu'un mur sur lequel il s'appuyait s'avère être plus éloigné qu'il ne le pensait. Madame Lindon m'a dit que tu as été nominé pour une sorte de prix d'enseignement, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Je ne savais pas. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit, maman. Je te l'ai dit quand j'ai obtenu le poste. Je te l'ai dit quand j'ai réussi la certification. Je l'ai dit à papa. Je l'ai dit à Glenn. Je l'ai dit à Tara à Thanksgiving il y a 2 ans. Silence. Tu nous l'as dit 4 fois. Plus de silence. Puis très doucement, je ne me souviens pas que tu nous aies dit ça. Je sais, ai-je dit. C'est bien ça le problème. Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Quand elle l'a fait, elle a dit, eh bien, je suis contente que Madame Lindon me l'ait dit. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Tu l'as su plus tôt, ai-je dit. Tu l'as su 4 fois. L'appel s'est terminé sans résolution. Je m'y attendais. Un mardi matin en mars à 9h14 du matin, le genre de mardi où le ciel est gris et immobile et où l'air sent la dernière semaine de l'hiver, j'ai appelé ma mère. Je n'avais pas planifié l'appel. Je n'avais pas répété les mots. J'étais assise à la table de ma cuisine avec mon café, la tasse bleue à la anse ébréchée, en train de regarder la pile d'autorisation parentale que je devais signer pour une sortie scolaire au point de vue géologique de Blue Ridge Parkway. Et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Maman, ai-je dit, je veux te dire quelque chose. Je ne vais pas l'expliquer, et je ne vais pas le dire 2 fois. Elle est restée silencieuse. À Noël,
Papa a fait le tour de la table et a demandé à tout le monde de partager son moment de plus grande fierté. Il a demandé à Glenn. Il a demandé à Tara. Il s'est demandé à lui-même, il t'a demandé à toi. Il a demandé à Priya et Jordan. Et quand il est arrivé à moi, il a dit, eh bien, je pense que cela couvre tout. J'étais assise juste à côté de lui. J'avais conduit 41 minutes pour être là. J'étais une enseignante diplômée depuis 3 mois et il m'a regardé et a décidé qu'il n'y avait rien à dire. Ma mère a commencé à dire quelque chose. Je ne me suis pas arrêté. Je t'ai parlé de mon diplôme 4 fois. Je l'ai dit à papa. Je l'ai dit à Glenn. Aucun de vous ne s'en est souvenu. Et puis quand Madame Lyndon a mentionné le prix d'enseignement, tu m'as appelé pour me dire que tu aurais aimé le savoir plus tôt. Mais tu le savais, maman. Tu le savais et ce n'est pas resté, et j'ai passé 3 ans à construire la chose la plus importante que j'ai jamais construite et je ne peux pas continuer à expliquer qu'elle existe. J'ai fini de faire ça. Silence. Puis ma mère a dit, non, je n'avais pas réalisé. Je sais, ai-je dit. C'est exactement avec ça que je vis. L'appel s'est terminé. Elle n'a pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Personne n'a élevé la voix. Personne ne s'est excusé. La conversation a duré 4 minutes et 20 secondes et elle contenait exactement une chose vraie, et puis c'était fini. Je ne vais pas vous dire que ma famille a changé. Je ne vais pas vous dire que mon père a appelé pour dire qu'il était désolé, qu'il me voyait maintenant qu'il avait compris ce qu'il avait fait. Il le fera peut-être, peut-être pas. J'ai arrêté d'investir dans la prédiction. La prédiction était la chose qui m'épuisait. Pas la famille, pas le dîner, pas le toast. La prédiction. La croyance que si je l'expliquais encore une fois, assez clairement, assez doucement, assez spécifiquement, quelqu'un finirait par s'y accrocher. J'ai posé la prédiction de la même manière que j'ai posé mon assiette dans cette cuisine le 23 décembre, discrètement, sans faire d'annonce, et j'ai avancé. La reconnaissance n'est pas la mémoire. L'attention n'est pas la compréhension. Être dans la pièce n'est pas la même chose qu'être dans l'histoire. Un samedi matin de fin avril, je me suis assise sur la marche arrière de mon appartement avec une tasse de café. L'air était frais et sentait l'herbe nouvelle et le béton humide. Un cardinal s'est posé sur le poteau de la clôture à 3 pieds de moi. Il y est resté pendant presque une minute entière, assez longtemps pour que je remarque son rouge exact, la façon dont il a tourné la tête une fois à gauche et une fois à droite, la façon dont il regardait rien en particulier, et semblait complètement satisfait de l'endroit où il se trouvait. Il n'avait besoin de personne pour prononcer son nom. Il était juste là, étant exactement ce qu'il était, sur un poteau de clôture, un matin, dans le monde. C'était assez. C'était plus qu'assez. Si vous avez déjà construit quelque chose de réel, quelque chose qui vous a coûté des années, quelque chose qui a exigé que vous vous présentiez 4 soirs par semaine, que vous vous asseyiez sur une chaise en plastique, que vous échouiez à un examen, que vous le réussissiez. Que vous vous teniez devant une salle remplie d'adolescents et que vous disiez, voici ce que je sais, et je vais vous l'enseigner. Et si les personnes que vous aimez le plus ont regardé au-delà de cela, non pas avec méchanceté, mais avec quelque chose de plus silencieux et de plus permanent que la méchanceté, je veux vous demander doucement quelque chose. Depuis combien de temps le construisez-vous? Et depuis combien de temps attendez-vous que quelqu'un de votre famille décrive la famille et vous inclue dans la description? Et qu'est-ce que cela ferait, non pas de manière triomphante, ni en colère, ni justifiée, mais juste calme et vrai, de ne plus avoir besoin qu'il le voie? Parce que vous savez déjà ce que vous avez construit et vous savez déjà que c'est réel. Et le bâtiment tient debout, les élèves sont à l'intérieur et votre nom est sur le